Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants, honorable assistance, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au nom de tous les établissements de formation du groupe INSIM de Tizi Ouzou, l'INSIM, Haïmi et l'école de management de Tizi Ouzou, université privée du groupe INSIM. À sa tête, monsieur le professeur Moussa Gardani, ici présent avec nous, à ces journées dédiées aux stagiaires et à l'emploi, et de vous accueillir de nouveau à ce grand rendez-vous, point de rencontre et de convergence des entreprises et des demandeurs de stage et d'emploi. Rencontre ouverte à tous les étudiants finissants, quels que soient leurs établissements de formation d'origine, ainsi stagiaires de la formation professionnelle, instituts publics et privés et universitaires. Cet événement, qui s'étale sur 2 journées, est organisé en collaboration avec Psycom Agency, dirigé par M. Ali Mdroh, qui est le bienvenu, que nous remercions vivement pour sa précieuse contribution. En plus de son caractère spécifique orienté stage et emploi, cet événement constitue une opportunité privilégiée pour rapprocher le monde de la formation et celui de l'entreprise et revêt un sens pédagogique, offrant aux étudiants et aux jeunes diplômés et demandeurs d'emploi une occasion de découvrir les attentes des recruteurs, les secrets et les subtilités du binôme employeur et postulant à l'emploi et au stage. Qui mieux que nos illustres invités, acteurs ici présents avec nous en visioconférence et en présentiel, peuvent imprégner de la complexité, de la véritable approche de cette problématique. Nous sommes aujourd'hui en présence de spécialistes du secteur qui nous ont fait l'honneur de participer activement à cette rencontre et d'animer cette session de communication. Nous aurons l'honneur de partager ce moment avec qui sera animé par M. Adel Aktouf, DRH de Jibagou, qui animera une communication ayant pour thème les défis des ressources humaines en Algérie entre besoins et réalités du terrain. Madame Simensor, ici présente, enseignante universitaire à l'Université de Mouloud Mamri et à l'EFTO, qui animera une communication ayant pour thème l'emploi à l'ère de l'intelligence artificielle, mutation et perspective. Ces 3 communications seront suivies des débats qui seront modérés par M. Ali Mdroh, manager de Psycom Agency. Je voudrais remercier aussi bien les responsables de l'EMTO ainsi que de Psycom de nous avoir donné la possibilité justement de présenter cette communication intitulée L'emploi à l'ère de l'intelligence artificielle, mutation et perspective, ou dans le sens où on parle en fait du prochain des employés, de l'avenir de ces employés-là, et on se pose cette question-là de savoir est-ce que le prochain, notre avenir sera dominé principalement par des collègues. En fait, notre prochain collègue sera plutôt un partenaire ou bien beaucoup plus dans la logique, d'une concurrence quand même assez accrue en intégrant l'IA. Donc, je suis Dr Simensor Felida, maître de conférence au niveau de l'université Mouloud Mamri Tizi Ouzou. Donc là, on a assisté à un événement qui a été organisé au niveau de l'EMTO et de l'INSIM en collaboration avec Psycom, l'agence Psycom, et qui porte principalement sur le domaine en fait de l'emploi. Et là, ce qui a été présenté comme communication, c'est justement l'emploi à l'ère de l'intelligence artificielle, pour voir à quel niveau l'intelligence artificielle, ou bien dans quelle mesure cette intelligence artificielle pourrait éventuellement constituer une menace pour les employés et pour les postes d'emploi et favoriser davantage le chômage, ou au contraire être une opportunité à saisir.
Donc cette logique et cette dualité justement, elle a été présentée dans ce sens. C'est pour montrer qu'en fait, comme tout changement technologique, lorsque ce changement-là, il est là de fait, il faut se préparer à ce changement, il faut l'intégrer et ensuite l'utiliser beaucoup plus comme une arme. Il ne faut pas juste que ce soit une arme à double tranchant. C'est-à-dire que cette arme-là va vous permettre d'exceller en fait dans les tâches quotidiennes, au niveau de votre poste de travail, de faire en sorte un peu d'avoir plus de possibilités d'améliorer justement la manière dont on travaille, mais en même temps, si on ne se concentre pas, s'il n'y a pas prise en compte en fait de cette idée-là que ça reste une machine, ça reste quelque chose qui a été fait par l'humain. Donc l'humain doit être au centre, toujours. C'est lui qui va filtrer, c'est lui qui va savoir en fait qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment il faut l'utiliser et à quel point il faudra l'utiliser. Pour dire aussi que l'intelligence artificielle est dit, c'est vrai qu'elle a eu, au niveau des entreprises qui utilisent ça, elle a eu énormément d'avantages jusque-là. Elle permet notamment de réduire les coûts, de réduire le temps de travail qui est la variable temps. Au niveau d'une entreprise, au niveau d'un organisme, c'est un élément fondamental parce que ça permet en fait de connaître la productivité de cette entreprise-là et de savoir est-ce qu'elle est dans est-ce qu'elle est au niveau espéré ou bien non. Et là, l'intelligence artificielle permet de gagner du temps. Elle permet aussi une plus grande pertinence dans la recherche d'informations pour la prise de décision. Mais cette prise de décision, elle doit toujours créer ou bien intégrer des erreurs, et ces erreurs-là, il n'y a que l'homme, il n'y a que l'employé qui peut s'en rendre compte, de par les compétences qu'il a acquises et que personne, même une machine, ne peut pas lui enlever. Il faudrait justement militer ou aller vers une logique où il y a une utilisation duale, aussi bien de l'humain que de l'intelligence artificielle ou de toute autre technologie nouvelle, parce que c'est ça en fait, c'est l'intégrer dans une logique collaborative. C'est ce à quoi il faudrait arriver parce qu'on a besoin, pour la compétitivité des entreprises et des organisations de manière générale, face aux concurrents, face aux compétiteurs, on a besoin d'améliorer les processus de prise de décision, d'améliorer les processus de production, d'améliorer en fait tous les processus opérationnels qui pourraient exister, aussi bien au niveau d'une entreprise industrielle que d'une entreprise de service. Même des organismes à but non lucratif ou des organismes en fait publics, ils pourraient avoir besoin de ça, parce que comme toutes les technologies ont transformé les métiers. Donc, il faudrait intégrer de nouvelles compétences et garder les compétences qui font un peu de l'humain ses particularités, le fait qu'il soit particulier. Et là, j'avais parlé des soft skills, comme le leadership, comme tout ce qui concerne l'empathie, la communication. C'est des éléments que l'intelligence artificielle ne peut pas avoir. La capacité aussi de discernement. L'intelligence artificielle reste une technologie qui en fait vous aide parce qu'elle vous propose plusieurs possibilités, elle vous permet d'aller vers une multitude d'informations et elle vous permet aussi d'avoir beaucoup de scénarios, mais après la décision finale revient à l'humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là où on peut dire qu'elle remplace totalement l'individu. C'est vrai qu'elle le bouscule un peu dans ses compétences traditionnelles, mais c'est à l'humain de s'adapter. C'est à l'humain de se dire, voilà, si je veux avoir ma place, je dois en fait transformer la manière dont j'exerce mon métier. Et donc, je dois prendre en considération tous ces changements-là. Voilà. Peur pour leur poste, étant donné que c'est en anonyme. Et elle est très facile à utiliser, étant donné que c'est juste des mails sur lesquels ils vont cliquer et répondre à une multitude de questions en anonyme. L'anonymat est bien entendu respecté, c'est un peu l'éthique de la solution. Et voilà, je suis prête aujourd'hui à écouter toutes vos questions et à y répondre.
Merci beaucoup. Il y a un petit problème dans nos jeunes cadres, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une maîtrise technique. C'est vrai que la maîtrise technique est très très importante auprès, par exemple, d'un DAF. Mais aussi les aptitudes et les attitudes du cadre. Il y a des aptitudes à développer, des aptitudes d'un chef à développer au sein de l'entreprise. Tout à fait. Ou par rapport au profil du poste. Donc, alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous venez de parler d'un sujet très important. Et là, vous nous donnez un peu l'avis de ce que vous avez un peu dit pour ce que pensent des milliers de collaborateurs dans toutes les entreprises. Et aujourd'hui, justement, quand on parle de désengagement, ma solution permet à tous ces collaborateurs d'exprimer cette frustration que vivent tous les cadres dans toutes les entreprises où il n'y a pas la délimitation des tâches clairement dites au départ et où on a la possibilité par exemple, d'évoquer en toute liberté cette problématique et de la changer dans chaque entreprise, c'est-à-dire d'instaurer un phénomène, un process d'intégration où justement on veut que les tâches soient délimitées, que la participation de chaque collaborateur soit clairement précisée. C'est un peu via ce genre de solution et d'enquête anonyme que que les dirigeants vont pouvoir justement comprendre ce que nous, autant que collaborateurs, attendons d'eux dès les premières intégrations, dès les premiers jours où nous sommes installés, comment éviter cette frustration de désengagement par la suite. Donc c'est un peu la porte à s'exprimer clairement sur ces problématiques qu'ils ne voient pas forcément autant qu'entrepreneurs et qu'ils devraient voir autant que managers. Voilà ce que... Merci beaucoup. Les entrepreneurs algériens, quel est le niveau d'instruction de l'entrepreneur algérien pour qu'il connaisse la valeur d'un ingénieur, d'un cadre, d'un architecte dans une entreprise? C'est ça la problématique. La plupart des chefs d'entreprise, ils ont réussi, je l'avoue. Moi, j'ai pas le courage de faire ce qu'ils font parce que j'ai peur de la loi. Eux, ils n'ont pas peur. Donc, ils ne connaissent pas la valeur des cadres, des compétences au sein de l'entreprise. Donc, et ça aboutit justement à des désengagements. Ça aboutit à des désengagements. Je reçois un chef d'entreprise qui veut réaliser une entreprise de production de pneumatiques en Algérie. C'est un projet national. Il n'a aucun niveau d'instruction. Je lui pose des questions pour essayer de maturer son projet d'investissement. Il me dit, est-ce que vous êtes procureur? Je lui dis, je ne suis pas, je suis votre procureur maintenant, mais après je serai votre avocat auprès du Conseil national de l'investissement, présidé par le Premier ministre. C'est ça la problématique. Il faut examiner justement le niveau d'instruction des chefs d'entreprise pour qu'ils connaissent la valeur des cadres, des universitaires. C'est juste une observation. Merci. Merci beaucoup. Je vais les reprendre à nouveau. Celui qui résiste, celui qui attend, qui est patient, un peu méfiant, on verra wait and see, et celui qui s'engage directement, qui prend. Est-ce qu'on peut les relier aux différents âges dont vous parliez tout à l'heure, au niveau d'instruction? Deuxième, si je peux dire une sous-question, est-ce que c'est propre à l'Algérie ou c'est propre à l'international? Merci déjà pour votre question. Pour les profils, probablement dans des pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, c'est vrai que la question de l'âge et de l'instruction se pose avec acuité quand même. Là, quand on parle, je ne vais pas uniquement présenter ce qui concerne l'IA, l'approche entrepreneuriale dominante existe parce que justement il y a un niveau d'instruction généralement qui est présent et qui est souvent bas au niveau des entrepreneurs. C'est que ces dernières années où il y a peut-être en Algérie, il y a
Il y a une logique qui va vers les incubateurs, essayer d'accompagner des jeunes diplômés pour la création d'entreprises. Donc très souvent, moi je vois ça au niveau des incubateurs à l'université, il y a vraiment un accompagnement pour qu'ils puissent développer des compétences managériales, c'est-à-dire quel que soit leur domaine d'études, parce qu'ils ne sont pas forcément formés en management, ils peuvent venir de différents profils en fait, mais différents horizons, et donc ce qui permet peut-être de dire voilà, qu'il y a quand même un pas vers l'avant. Je rejoins aussi ce que l'observation que vous aviez faite par rapport aux commentaires de monsieur concernant justement l'ANSEJ et la CNAC. L'idée justement de base c'était ça ne marchait pas et que les entrepreneurs qui avaient généralement investi dans ce sens-là, en fait, ils allaient automatiquement vers la faillite parce que c'était des gens qui pensaient qu'utiliser de l'argent c'était aussi facile. Ils ne savaient pas automatiquement qu'il fallait un esprit managérial, qu'il fallait des équipes à faire évoluer justement vers la réussite de l'entreprise, et l'intégration de l'intelligence artificielle. Tout simplement, lorsqu'un étudiant lui dit, je sais pas, par exemple, Claude, en Europe, il est largement utilisé. En Algérie, on va lui dire, non, c'est de la tricherie, c'est pas bien, il faut pas que tu utilises ça. La culture dominante en Europe diffère de celle qui est en Algérie, et donc automatiquement, en Algérie, on va éviter d'utiliser cette intelligence artificielle pour cette raison et pour d'autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres? Revenir un peu sur le désengagement. Madame, de mon point de vue, je pense que le désengagement, il est utile de le prendre comme un échec cuisant de toute politique managériale. Mais là, ou bien j'ai mal compris, ou bien j'ai pas vu un petit peu vos arguments, mais c'est pas le cadre qui se désengage qui est en question. C'est son manager, ses dirigeants, ils doivent se remettre, il doit y avoir des remises en cause. À mon avis, avant que ce soit vers le collaborateur, ça doit être une remise en cause des managers. Ils se disent... Mais c'est tout à fait le cas, hein. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les managers et les dirigeants, il faut qu'ils aient le courage d'écouter les collaborateurs et leurs ressentis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance ces enquêtes au niveau des collaborateurs pour comprendre leurs ressentis et améliorer leurs conditions de travail telles qu'ils les perçoivent, eux, dans leur département. Donc, c'est clair que ça vient toujours du manager. D'ailleurs, j'allais vous poser la question si on avait une interaction plus fluide. Avant de donner les raisons du désengagement, j'allais vous dire, imaginez quel est le meilleur manager pour vous. Donc, un manager exceptionnel, qu'est-ce qu'il vous apporterait? Donc, en général, on est désengagé par rapport à tout ce qu'on souhaite que le manager apporte et qu'il n'apporte pas au final. Donc, le doigt est vraiment pointé sur les managers, hein, et sur leur communication avec les collaborateurs. Voilà. Ils essayent donc, les chercheurs en informatique, en intelligence artificielle, essayent d'imiter le cerveau humain. Donc là, il y a aussi un danger, c'est que la place de l'être humain dans les entreprises, dans tout ça, il serait quand même limitée. Je vous remercie. Toujours 10% de la sous-performance qu'il faut accompagner, qu'il faut former ou trouver des solutions pour ces situations. Quand même, Jacques Welch, c'est